Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Nous allons revenir ce soir sur l'important dossier de notre intégrité territoriale et sur ce nouveau geste de la main tendue vers l'Algérie de la part de Sa Majesté Mohamed VI. Le souverain a invité le président algérien à venir dialoguer au Maroc, faute de n'avoir pu le faire lors du sommet de la Ligue arabe à Alger. Nous allons aussi revenir sur l'importante résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 27 octobre dernier, une nouvelle résolution sans équivoque qui conforte la position et la politique du Maroc et confirme son initiative de règlement du conflit artificielle autour du Sahara marocain dans le cadre d'une autonomie régionale sous souveraineté marocaine comme la seule solution politique réaliste et viable. Une résolution où le Conseil de sécurité met Alger devant ses responsabilités et la somme de clarifier ses positions et de s'asseoir autour de la table des négociations en tant que partie pleinement impliquée et engagée dans ce dossier. Et pour un plus grand éclairage sur ces points et sur d'autres encore, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir ce soir M. Rachid Lezrak, auteur et professeur émérite de droit international. Professeur Lezrak, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, revenons sur cette importante justement résolution 2654. Quelle est, selon vous, la portée de ce texte? Qu'est-ce qui le différencie des résolutions votées précédemment? Bien, pour apprécier l'importance et la portée de cette résolution, qui va dans le même sens que les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Alors je rappelle que 2007, c'est l'année où le Maroc a fait sa proposition d'octroyer aux provinces du Sud le statut d'autonomie élargie. Alors pour apprécier, si vous voulez, la portée de cette résolution, je crois qu'il faut se concentrer sur trois éléments. Le premier élément, c'est d'abord le rapport du secrétaire général, parce qu'il est significatif. Il traite de tout ce qui s'est passé depuis octobre 2021 à octobre 2022. Deuxièmement, il faut également voir le texte de la résolution. Est-ce qu'il y a véritablement des différences entre la résolution de 2021 et celle de 2022? Et troisièmement, c'est aussi un élément important, les explications de vote, c'est-à-dire comment les membres du Conseil de sécurité, soit des membres permanents ou non permanents, ont voté et pourquoi ils ont justifié, quels sont les justificatifs qu'ils ont donnés justement pour leur vote. Alors, si vous voulez, sans trop m'élargir, parce que ce serait trop long, concernant le rapport du secrétaire général, il a parlé d'un certain nombre de faits nouveaux intervenus pendant la période considérée. D'abord, il a parlé d'hostilité de faible intensité. C'est-à-dire, quand le Polisario parle d'incursion, d'attaque et tout ça, pour lui, c'est de faible intensité. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a parlé des élections organisées par le Maroc dans ses provinces sahariennes le 8 septembre 2021, communales législatives. Il a insisté sur le fait que le Polisario, au lendemain de la résolution de 2021, a déclaré ne pas vouloir se conformer au cessez-le-feu. Donc toujours en guerre contre le Maroc. Oui. Ensuite, il a parlé de la position nouvelle de l'Espagne, qui est une position extrêmement importante et qui fait que, pour le gouvernement espagnol, l'autonomie est la seule solution possible à ce conflit régional. Une grande nouveauté. Mais bien sûr. Il a parlé également de quelque chose qui aujourd'hui est d'actualité, c'est la main tendue par Sa Majesté au président algérien le 30 juillet 2022. Il a parlé de l'ouverture des consulats généraux par un certain nombre de pays à Dakhla et Laayoune, et il a insisté sur les gros investissements réalisés par le Maroc à Dakhla, notamment la station de dessalement. Oui. Alors, tout ça, du moins au niveau des faits, c'est très positif pour le Maroc. Maintenant, il a parlé également de quelque chose d'important, c'est-à-dire le fait que le Polisario a interdit, pendant toute cette période, interdit aux membres de la MINURSO de rentrer dans le territoire, justement, où
à l'est du mur de sable. Et il leur a demandé de ne plus entraver le travail de la mine Orso. Voilà. Tout en louant la coopération du côté marocain. Du Maroc, parfaitement. Et il a parlé aussi de quelque chose d'extrêmement important, le fait que que cette situation encourage la présence de trafiquants de drogue et d'autres éléments criminels et des risques de terrorisme. Oui, l'instabilité et l'insécurité dans la région. Oui. Alors, il a insisté sur quelque chose d'extrêmement important, c'est la dégradation de la situation des réfugiés de Tindouf. Oui, des séquestrés. Ah oui, des séquestrés. Alors, il a donné des exemples, par exemple, que les rations alimentaires ont baissé de 80% et qu'il y a des difficultés pour ces populations à accéder aussi bien à la nutrition, aux soins de santé, à un enseignement de qualité, à l'énergie et même aux abris. Oui. Donc, si vous voulez, il déplore la situation. Alors, quand il a présenté tout ça, il a fait un certain nombre de recommandations, d'observations et de recommandations. D'abord, le fait que le Polisario n'a pas respecté le cessez-le-feu. Et pour cela, il demande au Conseil de sécurité d'insister pour que cela se réalise. Il a insisté sur la solution politique, la seule possible pour ce conflit, mais qui concerne toutes les personnes qui sont concernées par ce conflit, qui doivent être de bonne foi. Il a insisté sur la notion de bonne foi. Et puis, il a parlé de façon très claire du rôle essentiel des États voisins, c'est-à-dire essentiellement l'Algérie. Et il a cité autant de fois l'Algérie que le Maroc. Et il a cité, il a cité plusieurs fois l'Algérie. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde sait que l'Algérie, malgré tout ce qu'elle dit, est partie prenante dans ce dossier et que sans l'Algérie, il n'y aurait pas eu l'affaire de Sahara. Et sans l'Algérie, il n'y aura pas de solution pour l'affaire du Sahara. Absolument. Alors maintenant, la résolution. Justement, pour le vote, parce que le vote, beaucoup de choses ont été dites sur le vote, qui est un vote quasi unanime, il y a eu les abstentions. Comment expliquez-vous, interprétez-vous le vote et les deux abstentions? Alors, avant peut-être de parler des explications de vote, je voudrais insister sur un fait extrêmement important que peu d'observateurs ont relevé concernant le texte de la résolution. Alors, le texte de la résolution, qui reprend un certain nombre d'éléments de la résolution de 2021, il se caractérise par deux choses extrêmement importantes. D'abord, concernant... Alors, il a repris la solution réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable, qui repose sur le compromis avec l'adaptation de l'action stratégique de la mine Orso. Alors, quand on parle de mine Orso, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums. Mais en parlant de l'adaptation de sa stratégique, c'est important. Voilà, ça veut dire qu'il faut s'adapter. Donc, il écarte le référendum. On écarte les référendums, voilà. C'est une nouvelle étape. Voilà. Oui. D'abord, il l'écarte. C'est important. Alors, deuxièmement, concernant les réfugiés. Alors, si je prends le texte de 2021, je cite, concernant les réfugiés, demandant à nouveau que l'enregistrement des réfugiés dans les camps de Tindouf soit envisagé. Envisagé. Vous retenez l'expression envisagé. Et soulignant qu'il convient de déployer des efforts à ce sujet. Ça, c'est la 2021. En 2022, voilà ce qu'il dit. Et c'est extrêmement important pour le Maroc et pour l'affaire du Sahara. Demandant à nouveau, instamment, que les réfugiés des camps de Tindouf soient dûment enregistrés. Ce n'est plus envisagé. Voilà. Là, c'est... Et soulignant qu'il importe que toutes les mesures nécessaires soient prises à cet effet. C'est-à-dire, il est allé un peu plus loin, il est allé très loin en disant on n'envisage pas le recensement et l'enregistrement de ces populations, mais je demande, moi, Conseil de sécurité, à ce qu'ils soient enregistrés
Et ça, c'est un appel aussi bien au secrétaire général qu'à son envoyé spécial, qu'à l'Algérie, Oui. parce que l'Algérie, Tindouf, c'est l'Algérie, pour que ces populations soient dûment enregistrées et que toutes les mesures soient prises à cet effet. On n'est plus dans on envisage, absolument. mais là, on va dans l'action. C'est une résolution avec des recommandations très directes, parce que je pense que c'est le moment d'en découdre devant l'unanimité de la communauté internationale, et que maintenant tout le monde sait que c'est une chimère que de penser qu'un État fantoche pourrait être... Donc le jeu est démasqué et... Oui, mais c'est encore plus... Non, je crois que, vous savez, dans toutes les résolutions depuis 2007, et surtout depuis les dernières résolutions, le Conseil de sécurité affirme de façon très claire que c'est une situation qui a trop duré. Il parle des populations du Tindouf et il fait la différence qui existe entre les populations vivant à Tindouf et les populations qui vivent dans les provinces marocaines. Et là, c'est une situation pour lui qui devient intenable. Exactement, même sur le plan voilà. humain. Sur le plan humain, donc, il faut enregistrer ces populations, il faut qu'il y ait des mesures pour enregistrer ces populations, qu'on sache d'abord quelles sont ces populations, quel est leur nombre, oui. quelle est leur nationalité, oui. est-ce qu'ils sont tous des Sahraouis, etc. Ce qui n'est pas le cas. Absolument, et ça devient un crime contre l'humanité. Les rations ont baissé de 80%, des gens qui sont séquestrés, c'est des prisons à ciel ouvert. Voilà. Donc, alors, pour la je question... termine, si vous permettez, sur un dernier point essentiel dans cette résolution, et que, là aussi, beaucoup d'observateurs n'ont pas relevé. C'est-à-dire que par rapport aux pays voisins, en 2021, et je cite, encourageant les partis dans ce contexte à faire preuve d'une plus grande volonté politique, de parvenir à une solution, notamment en examinant de façon plus approfondie leurs propositions respectives et en renouvelant leurs engagements en faveur de l'action menée par les Nations Unies, en 2022, ils demandent, et c'est une nouveauté, et soulignant qu'il importe que toutes les parties concernées, on ne parle pas de partis, mais toutes les parties concernées élaborent leur position afin de progresser vers une solution. Alors, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui est derrière ce terme d'élaborer. C'est en anglais et le terme qui devait être traduit en français, c'est de clarifier. Oui. Il faut que les parties concernées clarifient leur position. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand des Mistura se déplacent en Algérie ou chez le Polisario ou encore chez la Mauritanie ou chez le Maroc, on parle de position. Maintenant, le Conseil de sécurité leur dit « dites-nous quelles sont vos positions pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas continuer comme ça d'année en année à voter des résolutions sans résultat. » Et je pense que là, c'est une grande avancée par rapport... Il s'adresse directement à l'Algérie, bien sûr. Exactement. Alors, pour les votes, professeur? Alors, pour les votes, pour moi, les votes sont importants. Il y a eu, sur 15 membres, il y a eu 13 votes positifs et 2 votes d'abstention, pas contre. Il y a eu le vote des 13 que nous connaissons, dont une grande partie a approuvé le plan d'autonomie. Ce sont des amis du Maroc, le Gabon, les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique. Et il y a eu des explications de la part du Kenya et de la Russie, sur lesquelles je vais m'arrêter. Alors pour le Kenya, quand j'ai lu les explications du représentant du Kenya, très franchement, il me semble qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il a parlé de référendum, il a parlé d'autodétermination, etc. Mais ce n'était pas très convaincant. Et puis, il a dit, puisque la MINURSO, c'est l'organisation du référendum, pourquoi ça n'a pas été fait, etc. Donc, il ne connaissait pas très bien le dossier. Par contre, le représentant de la Russie, et
il est revenu sur la solution politique. Il a dit qu'il n'a pas voté pour la résolution parce que ses remarques n'ont pas été prises en compte par le représentant américain qui a rédigé la résolution. Et il a dit quelque chose qui est, à mon avis, pour faire plaisir à l'Algérie. Et c'est une position purement politique. Il a parlé de référendum. C'est-à-dire en disant la Russie est en contact avec toutes les parties, il les a cités, et il a dit qu'il faut chercher des solutions acceptables avec un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara. Alors, c'est étonnant de la part de la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie fait partie des amis du Sahara. Et qu'il sait très bien que le référendum a été abandonné. Qu'il y a eu des tentatives pour organiser ce référendum, mais qu'il était impossible d'identifier les populations qui devaient voter pour ce. Pourquoi ils ont avancé ces arguments ? Donc ça a été abandonné. Et que depuis 2007, on parle de solutions politiques. Pourquoi ils ont remis le référendum sur la table ? Je vous dis très franchement, d'ailleurs, quand vous lisez un petit peu son intervention, on a l'impression qu'il a jeté cette idée pour faire plaisir à l'Algérie. Oui. Mais très franchement, ce n'est pas une position défendable dans la mesure où il a voté, il s'est abstenu, mais il n'a jamais voté contre les résolutions du Conseil de sécurité. Il nous reste encore des axes très, très, très importants à aborder. On va commencer d'abord par l'article très important que vous avez publié sur une autre tribune cette semaine et pour lequel vous avez choisi comme titre « Maroc, Algérie, Sahara, une obsession algérienne ». Comment justement expliquer cette obsession algérienne qui dure depuis plus d'un demi-siècle ? Bien. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, effectivement, et je me suis posé beaucoup de questions concernant cette position algérienne. Alors, pour qu'on puisse appréhender cet aspect qui n'est pas facile, je crois qu'il faut distinguer entre deux périodes. Avant 2019, avant l'arrivée de l'actuel président, et après, avant et après. Pourquoi ? Parce qu'après, avant 2019, c'est-à-dire jusqu'à l'ère de Bouteflika, c'était des raisons que j'avais d'ailleurs présentées comme étant soit des raisons personnelles, Bouteflika étant né au Maroc, connaissant le Maroc, etc., et il y avait probablement des raisons personnelles. Les problèmes d'ego, ça relève de la psychologie, à la limite, il faut analyser. Qui relève beaucoup plus de la psychanalyse que de la politique. D'autres choses, oui. Mais il y avait également des raisons objectives. C'est-à-dire que Boumedienne, comme Bouteflika, pensait que le Sahara recelait de richesses en matière d'hydrocarbures et que le Maroc allait, en récupérant son Sahara, allait rivaliser avec l'Algérie et devenir une grande puissance régionale. Alors il fallait, et ils ont élaboré, j'allais dire consciemment ou inconsciemment, un véritable plan, d'abord pour couper le Maroc de ses racines africaines. Vous savez, en créant un État au sud du Maroc, le Maroc au nord, c'est la Méditerranée, à l'est, c'est l'Algérie, à l'ouest, c'est l'océan Atlantique. C'est un véritable encerclement du Maroc. Ensuite, c'était une façon de l'isoler. Et c'était aussi une possibilité pour l'Algérie d'avoir une ouverture sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique, oui, ça. Donc ça, c'était un petit peu du temps de Bouteflika, de Boumedienne et surtout de Bouteflika jusqu'en 2019. Maintenant, après 2019, ce sont d'autres gouvernants qui sont venus. Mais ce sont les mêmes gouvernants qui ont gouverné l'Algérie du temps de Bouteflika. M. Tebboune a été Premier ministre et Premier ministre sous Bouteflika. Donc, ils ont gardé un petit peu cet esprit. Oui, c'est la continuité. C'est la continuité, mais il s'est ajouté beaucoup plus. Parce qu'ils se sont radicalisés encore plus. Ils se sont radicalisés et il y a eu d'autres éléments qui sont venus s'ajouter.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les décisions, croyez-moi, j'ai bien étudié cette situation, toutes les décisions qui sont prises, et même le sommet de la Ligue arabe, c'est adressé à l'opinion publique interne algérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'affaire du Sahara est devenue une affaire qui doit être entretenue pour avoir un ennemi extérieur et pour que les gouvernements algériens, les gouvernements qui se sont succédés, ne soient pas obligés de rendre compte de ce qu'ils ont fait dans cette affaire. Plus de 500 milliards de dollars depuis 1974. La mauvaise gestion de la manne pétrolière dilapidée, et du puis, gaz. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Hirak et que ces gouvernants actuels cherchent une certaine légitimité. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, en plus des considérations dont on a parlé, l'isolement du Maroc, etc., c'est-à-dire, il faut que ne pas rendre compte à l'opinion publique interne et qu'il faut chercher un ennemi extérieur et perpétuer l'affaire du Sahara. Alors, bien sûr, quand vous entendez le président Tebboune dire que pour nous, c'est une question de principe, et c'est l'objet de la tribune, ou encore que c'est un problème de décolonisation, on peut leur dire, vous savez, une question de principe où vous dépensez 800 milliards de dollars, pardon, 500 milliards de dollars pour le Polisario, au détriment des intérêts vitaux de votre peuple. Oui. Donc ça pose problème. Absolument. Il nous reste 2-3 minutes, professeur. Ah, d'accord. Sans l'Algérie, en 1965, le problème du Sahara marocain aurait été résolu. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème et que même l'Assemblée générale des Nations unies a fait écho aux demandes marocaines et ça aurait pu être résolu au même titre que la récupération de Tarfaya. Mais il y a eu l'Algérie, donc il y a eu la demande de Difni. De Difni, excusez-moi. Maintenant, ils sont, depuis 1965, c'est eux qui bloquent, c'est eux qui ont créé, en fait, c'est un conflit artificiel. Parlons aujourd'hui de cette Ligue arabe qui voulait l'Algérie présenter comme légitimée sa position, et puis comme le sommet de l'Union, alors que finalement c'est un sommet mort-né. Et comment interpréter l'attitude vis-à-vis du Maroc aujourd'hui, que ce soit protocolaire ou autre, et le truchement de l'Iran, avec lequel ils se sont mis à dos tous les pays, une grande partie des pays arabes. Oui, d'abord, pourquoi vouloir absolument et à tout prix organiser ce sommet? Vous savez, organiser un sommet de la Ligue arabe, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et s'ils l'ont organisé parce qu'il y avait un problème d'ordre alphabétique. Le Maroc a organisé 7 sommets, il a refusé même d'en organiser un. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pour avoir de la légitimité, pour faire oublier le Hirak, et surtout pour dire au peuple algérien que l'Algérie revient sur le plan international. Voilà un petit peu les objectifs. Maintenant, comment se déroule ce sommet? Puis cette alliance avec l'Iran, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme répercussion? Oui, il y a déjà 11 chefs d'État influents qui se sont absentés durant ce sommet. Oui. Deuxièmement, ce que disent les Algériens ou le gouvernement algérien, c'est le sommet de l'unité. Oui. Oui, mais sachant bien que comment pouvoir unifier les rangs des pays arabes alors que l'Algérie elle-même a des problèmes avec son voisin et a rompu des relations diplomatiques avec son voisin. Donc, maintenant, concernant l'Iran, effectivement, tout le monde sait que l'Iran, par le biais d'un certain nombre d'organisations terroristes, essaie de s'introduire dans un certain nombre de régions. Oui. Les Houthis au Yémen, Hezbollah au Liban,
Et puis, ils veulent faire la même chose au Maroc avec le Polisario. Oui. Donc, c'était tout à fait normal que le Maroc demande qu'il y ait condamnation de cette ingérence de l'Iran dans les pays arabes. Le mot de la fin, professeur, parce qu'on a débordé. Oui. Cette main tendue de Sa Majesté le Roi, qui n'est pas la première. Ce n'est pas la première. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a déjà tendu la main au président Tebboune pour lui dire « Oublions tout, mettons-nous autour d'une table, essayons de résoudre le problème. » Et dans tous les cas, soyez sûrs d'une chose, jamais le Maroc et les Marocains ne feront de mal aux Algériens et à l'Algérie. Merci. Merci beaucoup, professeur Lezrak. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est fini. Je merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de droit international. Merci et à très bientôt, j'espère, professeur. À bientôt. Merci. Au revoir. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.